C'est un accident de passage. Pendant le cours qui précède la vie universitaire, il y a le primaire, hein, le secondaire, qui fait le collège classique qu'on appelait ça autrefois, qui est 8 années. 8 années. Alors sur les 8 années, j'avais passé 7 années à penser à toute autre chose pour ma vie et ma carrière. Et durant la dernière année, j'ai eu comme professeur un jeune médecin qui commençait sa carrière. Et les cours qu'il a donnés étaient tellement fascinants qu'un an avant de choisir la direction universitaire de la médecine, c'était cet événement-là. Parce qu'avant ça, j'avais d'autres points d'intérêt, entre autres, je voulais faire l'architecture et des choses qui étaient très loin de la médecine maintenant. Mais cet événement-là a créé une explosion nouvelle dans mon cerveau pour faire la médecine. Et après ça aussi, quand j'ai commencé la médecine, j'ai été impressionné par des professeurs dans la première et deuxième année de médecine qui m'ont impliqué dans les sciences neurologiques, incluant la psychiatrie. Et ça, c'était les orientations que j'avais en marche dans les deux premières années de mon cours de médecine. Et la néphrologie est venue après cours, un coup de volonté contre un professeur que j'avais eu et qui me faisait chier un peu. Et bon, c'est un terme pas très, très gentil, mais qui était néphrologue. Et lui, il m'a vraiment embarqué dans la néphrologie. Alors l'importance des maîtres et des enseignants. Oui, c'est ça. Et puis je pense que c'est important comme professeur, après d'avoir fait ces étapes-là, d'ouvrir des avenues intéressantes pour les étudiants. En tout cas, quelques directions qu'ils souhaiteraient prendre. Alors mes maîtres ont été très impliqués dans les choix de mes orientations. Alors quand je parle tantôt de la néphrologie, la psychiatrie, les sciences neurologiques, et après ça la néphrologie, les maladies du rein, et après ça je suis tourné encore vers d'autres catégories d'intérêt en médecine, comme les sciences vasculaires, les maladies vasculaires, les maladies associées aux maladies rénales, comme l'obésité, le diabète, et ça c'est venu après. Je suis resté ouvert à des orientations différentes de celles qui étaient là au tout début de ma carrière. C'est l'ouverture de l'esprit à des sujets différents de ce qu'ils font dans leur métier. Et moi, j'ai toujours été un peu marginal dans mes carrières, dans mes subdivisions de carrière. Et je fais la même chose dans mes intérêts pour la recherche. J'aime beaucoup la marginalité. Sortir ce que personne ne regarde. Regarder ce que personne ne regarde. Et ça, ben, il y a des histoires intéressantes dans d'autres disciplines, les arts. Alors, être ouvert à ce que personne ne regarde, ça c'est très, très provocateur pour changement de discipline et élargissement, si vous voulez, des fonctions cérébrales pour le plaisir de la vie. C'est très intéressant, la marginalité. Oui, et ça, quand on parle de ça à d'autres personnes, des fois on met la police derrière. Ah oui, mais c'est regarder avec plaisir ce que personne ne regarde. Regarder avec plaisir. Ouais. Le plaisir de la médecine. Oui. Qu'est-ce que c'est pour vous le plaisir de la médecine? C'est de chercher ce qu'on n'a pas trouvé dans le passé.
Et par exemple, bon, en mangeant à table à midi, on est venu sur ce point-là, c'est qu'en néphrologie, c'est une discipline de la médecine qui a été négligée pendant des années, et c'est assez récent. D'ailleurs, je fais partie des 3 premiers néphrologues canadiens qui ont été reconnus par les autorités. Pas Toronto, pas les autres villes, le Québec et Montréal, et les 3 premiers néphrologues qui ont été reconnus comme partisans de cette discipline-là sont venus tardivement. Et si on regarde, par exemple, de tous les organes de l'organisme, le cerveau, les yeux, les os, la peau, le seul organe qui reçoit la plus grande quantité de sang qui vient du cœur, c'est important. Alors, beaucoup de modifications qui sont reliées à la quantité de sang qui nourrit cet organe-là sont négligées dans l'espace. Et là, ça fait partie de ma passion qui va pénétrer ma retraite, qui a commencé l'année dernière. Alors, pour avoir les répercussions, pour avoir les façons de manipuler toutes les fonctions de cet organe-là, il faut recommencer la notion de toutes les disciplines qui ont été négligées dans le passé. Prenez par exemple l'insuffisance rénale. Alors l'insuffisance rénale, maintenant qu'on est capable de faire la dialyse, de nettoyer ce que les fonctions rénales ne font pas, lorsqu'on a les greffes de rein aussi, ce sont des événements thérapeutiques qui sont venus au cours des dernières années, tout en négligeant les 47 autres fonctions rénales que celles qu'on mesure quand on décide d'envoyer un patient en dialyse ou de greffer le patient. Alors ça, c'est un manque majeur de l'évolution des connaissances qu'on aurait dû faire dans le passé. Et ça me passionne actuellement et j'espère que ça va pénétrer jusqu'à l'âge de 100 ans. Plus. Ma vie, c'est un triangle. C'est l'enseignement, la recherche et le soin aux malades. Et ces 3 fonctions-là sont dominatrices dans la passion que j'ai développée et qui continue à me passionner là, dans les années qui viennent. Recherche, enseignement et soins aux malades. C'est un très très beau triangle qui occupe ma vie. C'est un triangle d'amour. Oui, voilà. Bon, je ne veux pas impliquer ma femme là-dedans. La femme qui me soutient toujours depuis bientôt 50 ans, avec la même. Et bon, alors cette passion aussi, elle a été très très utile dans l'évolution de ma vie. Et je la respecte à tous égards à cet effet. Je ne sais pas si les 2 filles que j'ai eues avec ma femme, qui sont des filles, donc ils sont loin de la médecine évidemment, l'une qui fait de l'enseignement de la musique aux petits-enfants à l'école primaire, et l'autre qui a fait la carrière de mon épouse, qui était avocate, qui travaille dans la cour pour défendre les problèmes des citoyens là, de tous azimuts. Écoutez, ils sont tous les 3 présents et amplifiés au cours des années que j'ai passées. Donc, j'ai fêté récemment, l'an passé, les 42 années que j'ai fait à l'ouverture de l'hôpital de Sherbrooke, l'hôpital universitaire de Sherbrooke, qui avait été une erreur de développement dans les milieux. C'est pour ça que c'était construit en plein champ. C'était un hôpital qui devait être psychiatrique. À l'époque où les patients de maladies psychiatriques nécessitaient un environnement éloigné de la vie quotidienne. Alors cet hôpital-là on avait bloqué
sa construction lorsqu'il y a eu un cataclysme qui était écrit dans le livre qui s'intitulait « Les fous crient au secours ». Alors, c'est à l'époque où les maladies psychiatriques étaient éloignées de toute évolution. Et ceci a créé l'écriture de ce livre-là, qui était la vie d'un patient, d'un ancien patient psychiatrique qui avait raconté un peu ce qui se passait dans le milieu où il était traité. Et ça a donné lieu à l'arrêt de la construction de cet hôpital-là. Et pour éviter, évidemment, les étages qui avaient déjà été construits dans cet hôpital-là, le gouvernement de l'époque a décidé de créer une faculté de médecine, qui a été un cataclysme, parce qu'il y avait déjà 3 facultés de médecine au Québec, Montréal, McGill et l'Université Laval. Et de faire une 4e faculté de médecine constituait un cataclysme pour les populations locales, les gouvernements qui devaient payer pour ces choses-là. Alors, ça a été un peu... moi, j'avais des possibilités d'emploi dans les 3 autres universités, et j'ai choisi d'aller là pour le volet de promotion qui pouvait être associé à la création de nouvelles techniques d'enseignement, à la création de faire de la recherche en médecine, qui n'était pas très, très populaire non plus à l'époque, et puis à favoriser des sections de la pratique médicale qui étaient un peu négligées à l'époque, notamment la néphrologie. Et d'ailleurs, comme je vous disais tantôt, la publicité qu'on a fait autour de ça, de la néphrologie, a contribué à la reconnaissance par la Société québécoise de la santé de créer cette spécialité-là qui n'existait pas ni en Ontario, ni en Manitoba, ni ailleurs au Canada. Alors, de loin, j'ai contribué à ce volet-là qui était marginal, mais qui est devenu maintenant moins marginal que c'était à l'époque. Et c'est pour ça que mes volets de recherche que je discutais tantôt avec mes collègues autour de la table, et que la reconnaissance des biomarkers, des marqueurs biologiques qui conduisent à la progression de l'insuffisance rénale, va peut-être nous permettre, dans les années futures, de fermer les unités de dialyse, de fermer la greffe rénale pour empêcher les gens qui sont atteints de ces marqueurs biologiques puissent subir un traitement précurseur de cette progression épouvantable dans toutes nos sociétés, y compris les sociétés qui n'ont pas encore les capacités d'amplifier les volets de recherche qui sont nécessaires à cet égard. Vous êtes un optimiste? J'espère. Ça me fait bien dormir et ça me fait beaucoup de plaisir quand je rencontre des gens comme vous et qui sont impliqués dans la promotion des volets qu'on vient de discuter. Vous avez vu la grande évolution de la néphrologie de sa naissance. Oui. Et vous pouvez aussi imaginer l'évolution de la néphrologie dans les prochains 50 ans. Oui, j'espère plutôt que ça. Mais tout de suite, l'an prochain. En fait, on a des volets intéressants qui sont supportés par des industries, par le milieu intéressé à ces questions-là. Et le maintien et la croissance de ces promotions-là vont nous permettre d'aller plus loin. Alors, comme je vous disais tantôt, tout ce qu'on savait de des fonctions du rein, c'était la fonction de filtration. C'est une fonction parmi 47 autres pour lesquelles on va devoir identifier des marqueurs non invasifs, biologiques, non invasifs, qui vont nous permettre d'intervenir à ce niveau et de retarder la progression des gens qui sont atteints de ces maladies. La passion de ces 3 volets que j'ai mentionnés tantôt, de ce triangle, soins aux malades,
enseignement, très important, et recherche. Alors, ce triangle-là m'a passionné et continue de me passionner et qui va me garder en vie, j'espère, le plus longtemps possible. Des moments de joie particulière? Bon sommeil, bon attachement à chacun de ces paramètres-là, découverte, reconnaissance des étudiants, des phénomènes qu'on leur met en évidence, et bien sûr le soin aux malades qui nous permet de prolonger la vie par l'impact positif que va avoir leur cerveau, quels que soient les types de maladies qui atteignent nos populations. Moi, j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup des malades que j'ai vus dans ma vie. Et même que ça m'a conduit à l'écriture. Parce qu'avant de faire la néphrologie et la physiologie générale, je faisais de la poésie. Et d'écrire des impressions qui me sortaient des contacts précieux que les malades m'ont enseignés, continuaient à me faire vivre. Très généreusement. Et ça, je l'ai écrit à quelques reprises. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de continuer la poésie, d'écrire la poésie quand je précédais la venue en médecine, mais j'ai gardé ça dans les priorités qui s'en viennent dans les années à venir. Alors, le contact interhumain que tous les patients m'ont appris au cours des 42 dernières années va me tenir en vie à cet égard. Une des questions que nous faisons toujours dans les interviews, c'est est-ce qu'il y a, à votre avis, de la poésie dans notre métier? Pourquoi pas? Oui. Les métiers qu'on fait, que ce soit la télévision, la musique, il y a tellement de possibilités de stimulation, du plaisir de vie, et qu'il faut garder ce contact humain. Et puis, bon, évidemment, la maladie est tellement complexe dans ses différents aspects, y compris la néphrologie dont on vient de parler, mais l'obésité, l'hypertension, toutes les maladies psychiatriques. Et j'ai rencontré récemment une psychologue qui fait une carrière au sujet du rôle des sens oculaires, auditifs, gustatifs, au niveau des individus, malades ou pas, mais le rôle que jouent les différents sens qui nous connectent à la vie quotidienne est fantastique au point de vue de leur utilisation et de leur amplification dans la vie et la thérapeutique. Alors cette personne que j'ai rencontrée par hasard dans des réunions de scientifiques, qui était fascinée par les effets de l'audition, où la musique joue un rôle extrêmement important, de l'olfaction qui est négligée et qui joue un rôle dans d'autres espèces vivantes que les humains, devrait être amplifiée dans les années futures si on développe ces volets-là extrêmement fascinants que j'ai eu l'occasion de discuter avec cette personne-là. Donc, de négliger ce qu'on néglige quand on entend de la belle musique, quand on va au restaurant et qu'on apprécie ce qui est fait par d'autres personnes pour notre santé, ce qui est apporté par les sens tactiles aussi, et qui a déjà été utilisé pour des soins, des traitements, de massage et tout ça. Alors, quand on va connaître un peu plus ce que ces sens-là apportent,
Et les animaux le savent. Et donc, le savent avant nous. Je pense qu'on va progresser en médecine dans plusieurs niveaux. Ça fait partie des choses qui... C'est sûr que le temps est très, très exigeant à cet égard. D'écrire tout et correctement, en faisant vérifier tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense est adéquatement écrit, fait partie des choses des projets qui me passionnent pour les années qui me restent à vivre. Et j'ai peut-être été négligent dans le passé là-dessus, trop occupé par les collections d'examens, par le soin des malades, par des idées de recherche qu'on a de la difficulté à vérifier. Bon, et de tous ces volets-là, ils prennent du temps, évidemment, et on n'a pas toujours l'occasion de s'acclimater aux réflexions qui doivent résulter de ces questions très, très importantes que vous posez. C'est pour ça que je disais, parce qu'on me questionnait hier, j'ai rencontré Radio-Canada pour une autre entrevue, et puis, bon, il me posait ce genre de questions. Il me disait, qu'est-ce qui vous reste pour faire toutes ces choses-là? Il me reste la passion. Ça suffit. Oui, c'est pas toujours possible dans certains cas, mais de rester passionné par ces choses-là qui nous occupent le jour et la nuit. Parce que moi, j'ai beaucoup d'intérêt aussi aux questions auxquelles je réponds la nuit. C'est peut-être dans le sommeil, les joies, des fonctions qui sont dans le sommeil et qui tranquillisent le cerveau. Mais ça m'arrive de me réveiller et de prendre des notes la nuit à 3 heures du matin. Ma femme est inquiète. Je ne dis pas qu'est-ce que je veux faire, mais de trouver des réponses aux questions qui me sont posées dans la journée et pour lesquelles je n'avais pas de réponse. Je pense qu'il faut être ouvert à ça. J'ai fait mes études ici au Québec, dans le milieu francophone, dans le milieu anglophone. J'ai fait mon PhD à McGill. Et c'est pour ça que je vous montrais les bâtiments où j'ai passé. Il y a une grosse partie de ma vie, après avoir constitué mes activités de recherche, mes soins aux malades, mes choses d'enseignement. J'ai voyagé beaucoup autour de la planète. J'ai fait 6 fois le tour du monde. À l'occasion, j'ai appris beaucoup à ce niveau-là, au contact du Moyen-Orient, par exemple, avant tout ce qui est cataclysmique maintenant, et dans les pays de l'Ouest, de l'Est aussi. Alors, ça m'a permis aussi de m'instruire beaucoup et de construire des parties de ma vie que je n'avais pas vues encore. Alors, ça a été très, très stimulant pour moi. La poursuite de mes 3 activités, mes 3 volets que j'ai mentionnés tantôt, l'enseignement, recherche et soins malades. 6 fois le tour du monde. Oui. Bon, tardivement, ça n'a pas d'ailleurs, ça n'a pas eu d'impact sur mes activités, mais ça a contribué à créer de l'enseignement et des activités très, très en Chine notamment. J'étais là aux premières ouvertures de ce pays-là, aux autres pays, et ils m'ont appris beaucoup de choses à cet égard, et puis je pense que je leur ai apporté beaucoup aussi. J'ai gardé des contacts de construction en recherche avec ces différents pays. C'est un sujet que je n'ai pas étudié profondément là, pour répondre parfaitement à votre question, mais en lisant un peu l'histoire
de la médecine dans beaucoup de pays qui ont vécu en Amérique du Sud, par exemple. L'Égypte. Je veux dire, j'ai appris beaucoup de choses à l'époque où on connaissait très, très peu de ce qui se passait dans l'organisme, dans l'organisme normal. Et ça ouvre des volets de recherche qu'on a négligés dans le passé. Alors, pour revenir en arrière, quand on regarde ce que personne ne regarde, ça nous permet d'avancer. Et à cet égard, pour répondre à des questions reliées à la médecine, à l'occasion des lectures que j'ai faites sur l'histoire de la médecine égyptienne, par exemple, il faisait beaucoup de choses qu'on a mis beaucoup de temps à faire dans un monde soi-disant avancé, mais des fois pas trop avancé. Alors, pour revenir à la question, regarder ce que personne ne regarde, ça c'est un must dans la vie moderne et dans les années qui viennent. J'ai une très belle photo de Jean-Paul Sartre qui avait un problème de vision. Alors, sur le Pont des Arts à Paris, il est questionné par un journaliste qui lui pose des questions et on voit qu'il regarde, il y a un œil qui regarde de travers, mais il répondait à des questions très, très avancées avec un regard qui avait l'air égaré. Mais tu sais, c'est ça qu'il faut faire. C'est que personne ne regarde. Regardez ce que personne ne regarde. Et ça donne du plaisir et de la joie. Oui. Alors, sur ce pont-là, le pont des Arts à Paris, il y a une plaque qui a été gravée après l'occupation nazie dans la Deuxième Guerre mondiale qui refait cette réflexion, si vous voulez. Très, très importante. L'asymptote. Hein? Oui. Oh, l'asymptote, oui, c'est là-dedans. Ça m'avait sorti pour mes collègues. Bon, par définition, l'asymptote, c'est un tracé courbé qui ne rencontre jamais la droite. Et ça rejoint un peu la question que vous posez. Bon. L'asymptotisme, je pensais le mot l'asymptotisme, c'est cette définition et qui peut être très, très intéressante en recherche, évidemment, dans c'est des choses qui sont marquées. Bon, alors quand on met des droites ici et qu'on trace une asymptote, ça ne rejoint jamais ni d'une droite ni de l'autre. Alors, quand on sature le plaisir, on épuise le plaisir, c'est qu'on a une durée illimitée du plaisir dans cette portion-là de la courbe. Bon, c'est un tracé très, très mathématique. Là, peut-être qu'il faudrait poser la question à un mathématicien là-dessus. Mais j'étais fasciné, moi, par la notion d'asymptotisme, comme la poursuite d'une satisfaction qui, sans rejoindre la droite et qui est montrée ici, permet de garder une dynamique mathématique intéressante à cet égard. Puis je pense que ça peut être appliqué dans les cheminements de recherche que moi j'ai vécu avec les années. Il y a des choses qui s'en viennent. La sudoriparisation, ça c'est pas très très populaire, mais quand on va dans le bain et puis on stimule les glandes sudoripares, ça peut être efficace. Et je pense que c'est à étudier. Rendez-vous dans l'espace, ça c'est des choses qui s'en viennent pour l'avenir, pour quitter la vie terrestre donc, qui devient de plus en plus inquiétante. Bon, la recherche en physiopathologie. Bon, j'ai fait ces schémas que j'avais préparés pour la réunion ici, bon, en illustrant mon cheminement de recherche depuis, alors avant l'architecture que je n'ai pas écrit là-dessus, qui m'intéressait, passionnait aussi, mais les sciences neurologiques et la psychiatrie, la neuropsychiatrie,
m'avait d'abord intéressé avant la néphrologie. Alors ça, c'est Laurent qui est venu après ça. Au cours des années, je me suis intéressé aux vaisseaux, les artères, les capillaires, la graisse entourant les vaisseaux sanguins. On a écrit un papier là-dessus sur l'adventisme des gros vaisseaux, qui va jouer un rôle important dans l'avenir. Et puis dans les cheminements qui s'en viennent, la sudoriparisation, l'utilisation des glandes sudoripares pour faire des choses positives en médecine, et puis la peau et l'espace dans les années qui viennent. Alors, c'est des choses qui m'intéressent. Alors, celui qui est responsable de ma participation de cette déviation des sciences neuropsychiatriques avec la néphrologie, c'est M. Guy Lemieux, qui est décédé malheureusement il y a quelques années, et c'est lui qui m'a switché des sciences neuropsychiatriques à la néphrologie, où je suis encore. Alors c'était à l'époque l'âge que j'avais et les cheveux tout de travers que j'avais sur cette photo. Alors je ne sais pas si on va poursuivre. Ça, c'est mes collègues français avec qui j'ai fait des études de formation dans mes années de postdoctoral. Gérard London, Michel Stafford, et qui ont contribué là, beaucoup à ces dérivations intéressantes de recherche qui s'en viennent. Alors ça, c'est le docteur Lemieux dont je vous parlais. Alors le premier des 3 néphrologues qui avait été reconnu comme néphrologue au Québec, c'était lui, un qui est encore vivant et qui travaille à McGill, et puis moi-même. Alors les 3 premiers néphrologues du Québec, Michel Prudhomme, Roman Mengel, Gérard Plante, ça c'est des sujets qui nous ont examinés pour faire passer cet examen-là. Alors on a été les premiers néphrologues au Québec en 1969. Et le reste du Canada a suivi ces phénomènes-là. Alors, la première reconnaissance de la néphrologie au Canada, c'est le Québec. Il faut être fier de ça. Hein? Fier de ça. Ouais, oui. Oui, puis bon, moi j'ai une cinquantaine d'étudiants que j'ai formés un peu partout depuis les 42 ans que j'ai fait à Sherbrooke, et puis qui m'ont maintenu en vie et qui me stimulent par leur présence et leur pensée et leurs souvenirs, les souvenirs que j'ai d'eux à cet égard. Tiens, c'est le papier que je t'avais préparé. C'est pour moi. Ouais. Merci beaucoup. C'est la reconnaissance de phénomènes à étudier et à approfondir pour faire avancer des questions qu'on se pose. Alors, c'est pour ça que je disais tantôt à la question qui m'était posée, quand un malade me pose des questions sur un type particulier de symptômes et que c'est pas écrit nulle part, c'est pas enseigné nulle part, je pense que c'est déterminant dans l'approfondissement des questions qui me sont posées. Et beaucoup de sujets de recherche qui m'ont passionné au cours des 42 dernières années, beaucoup de questions qui n'étaient pas répondues dans la littérature et pour lesquelles moi je n'étais pas capable de répondre, ont stimulé le développement de questions qui ont fait progresser la physiopathologie. Prenons l'exemple, par exemple, la paroi des vaisseaux et le rôle de l'adventisme dans les vaisseaux à haute pression, l'artère, les artères, et le rôle de cette partie-là de la structure vasculaire a longtemps été négligée, et je pense que la compréhension de ce qui se passe, la disporisation des vaisseaux, le développement adipeux de la paroi des vaisseaux et l'effet que ça a sur l'innervation vasculaire est extrêmement important et intéressant. Je n'ai pas montré tantôt, je n'ai pas mis de détails sur cette question-là, mais ça rejoint ta question.
Dans la vasculopathie diabétique, dans l'atteinte vasculaire du diabète, le rôle que l'adventisme joue dans le processus de déposition lipidique de la paroi des vaisseaux et le développement de l'algésie des vaisseaux sanguins est extrêmement important à approfondir. Alors, c'est une question qui a été négligée dans le passé. Puis, il n'y a pas grand-chose dans la littérature sur le rôle de l'adventisme, à part cet admirable article que l'ancienne étudiante a écrit pour moi dans ce journal, a permis d'identifier dans l'hyperalgésie diabétique l'atteinte vasculaire qui précédait les désordres de la glycémie, des lipides et tout ça qui sont maintenant popularisés pour ces raisons-là et en raison d'éventuelles compréhensions du rôle critique que joue l'hyperalgésie dans cette maladie. Alors, dans les modèles animaux de diabète qu'on a étudiés, l'hyperalgésie qu'on pouvait démontrer par des tests de stimulation nerveuse précédait d'autres complications du volume des volets vasculaires qu'on rencontre dans le diabète. Et ça c'est négligé. Hein? Et un patient diabétique qui vous identifie des anomalies vasculaires, des anomalies sensorielles qui sont probablement reliées à certains aspects que je viens de discuter. Ça fait partie des volets intéressants qui devraient nous passionner là, dans les années qui viennent. Puis je pense que de négliger là, les 46 fonctions rénales autres que la filtration glomérulaire dont je parlais tantôt, là, on a du chemin à faire là-dedans. C'est pour ça que dans les topos que je vais faire au Brésil, là, dans 2 mois ici, l'identification des biomarqueurs, on va inclure là-dedans tout ce qui est relié à la toxicité des phosphates dans l'évolution de l'insuffisance rénale avant que la filtration glomérulaire soit affectée et quelques autres anomalies là, qui vont ouvrir les portes vers les interventions possibles avant cette détérioration. Alors, de fermer les unités de dialyse péritonéale, d'hémodialyse et de greffe rénale qui devient des problèmes. Il y a dans certains pays où on ne peut pas greffer tous les patients qui mériteraient une greffe pour éviter la dialyse et tout ça. D'intervenir dans les biomarqueurs glomérulaires et autres dans l'insuffisance rénale, là, ça nous permettrait d'avancer. Ça vous passionne? Oui, oui, oui. J'ai passionné la France à cet égard. Et très tôt, ce professeur qui était venu donner des cours de biologie dans la 8e année du cours classique, qui m'a ouvert la porte à ces ouvertures-là, m'a rapproché beaucoup d'amis français. D'ailleurs, le premier déplacement que j'ai fait après avoir reçu mon diplôme de néphrologue et démarré mes activités de néphrologie, c'était la France. Et j'ai fait le tour de France à ce moment-là. Et Michel Safar et l'autre aussi, là, Gérard Landon. Gérard Landon, puis l'autre qui est toujours vivant, là, et que vous avez connu, là, Gabriel Richet. Gabriel Richet. Alors ça, c'est des gens que j'ai connus, ça, dans la première et la 2e année de ma pratique de la néphrologie. Et par la suite, le séjour que j'ai fait d'1 an, j'ai fait un séjour de récupération, là, de la néphrologie, des choses neuves en néphrologie. C'était avec Michel Safar. Michel Safar. Alors, j'ai gardé d'ailleurs des contacts précieux avec ces gens-là, beaucoup fascinés. Puis surtout, ce sont des scientifiques qui ont des capacités d'enseignement et des qualités d'enseignement
qui n'existe pas dans plusieurs autres pays. Là. Et ça, j'ai appris des autres à cet égard. Quand j'étais chez Safar, il m'a passé son bureau de travail à l'Hôtel-Dieu à l'hôpital Brousset. Brousset, l'hôpital Brousset, pour travailler, puis je jouais sur mon ordinateur et tout ça. Alors j'étais passionné par ce pays, au point de vue enseignement. L'Angleterre aussi, par l'occasion. J'avais des contacts aussi avec des collègues anglais là, qui m'ont fait profiter de leur capacité de formation, côté recherche, côté enseignement. Disons que c'est une discipline qui n'était pas très à la mode. D'ailleurs, quand on était les 3 premiers néphrologues à être reconnus par les autorités qui donnent des diplômes, de choses, il y avait toutes les autres catégories de spécialistes très très importants, neuro, cardiologie, maladies intestinales et tout, qui étaient en marche. Mais la néphrologie, c'est devenu dans les années 60. Bon, il existait, comme mes collègues français que j'ai connus, là, et dont on questionnait à cet égard, avaient fait cette étape-là du développement de la néphrologie bien avant, quelques dizaines d'années avant qu'on fasse ça ici au Québec, ou aux États-Unis même. Oui, ça a ouvert les portes à beaucoup de sujets qui n'étaient pas pris en considération. Alors, quand on a parlé tantôt du traitement des gens qui ont perdu toutes les fonctions rénales, ça remonte à nous, on a démarré ça il y a 42 ans à Sherbrooke. Donc, il n'y avait pas, avant ça, il y avait peu de développement possible pour garder en vie des patients qui étaient atteints de maladies rénales et qui avaient épuisé toutes leurs fonctions rénales, qui sont multiples, comme j'ai mentionné tantôt. Donc, ça a été un développement tardif, mais il y avait déjà quand même des gens qui avaient observé des anomalies qui étaient reliées aux fonctions rénales. Quand j'ai mentionné tantôt des cas en Amérique du Sud, c'est des gens qui avaient été à qui on avait enlevé les reins pour des raisons de trauma ou des choses comme ça. Alors, il y avait allumé déjà des fonctions autres qu'il fallait développer. Et ça a pris plusieurs années. Alors, c'est une discipline du demi-siècle de l'évolution de la médecine. C'est à peu près là. D'autant plus qu'on n'avait pas d'outils pour identifier les choses qui allaient de travers. L'urée qui montait, bon, ça, en Égypte, il y avait déjà noté qu'il y avait des dépositions d'urée dans la peau des patients, puis plusieurs années après, ils voyaient la réponse aux questions qui étaient posées, mais en retard, et puis pas d'intervention positive. L'éthique, c'est un rôle important qui prend aussi beaucoup d'ampleur, qui n'était pas toujours présent à l'époque où on avait les outils pour mesurer les anomalies de fonction de cet organe-là, mais qui vont devenir popularisés. Là, quand j'ai dit tantôt qu'il y a une fonction rénale qu'on mesure, les 46 autres, on ne le fait pas. Mais quand on va progresser dans cette région-là, évidemment, on va ouvrir l'éthique appliquée à cette discipline. Évidemment, il y a d'autres aspects importants là, dans l'éthique. Est-ce qu'on fait la même chose pour les femmes et les hommes? Est-ce que les dons d'organes, c'est uniforme? Alors là, il y a des volets d'éthique qui sont différents d'un pays à l'autre, d'une civilisation à l'autre. Et puis, le don d'organes aussi, là,
questionné à plusieurs égards. Je ne veux pas donner des exemples là, qui sont un peu inquiétants à cet égard, mais tu sais, quand j'ai parlé des différences entre la pratique humaine féminine et masculine et le choix des organes, tout ça, ça fait partie. Alors, c'est un volet de la médecine qui va devoir se développer dans les années à venir. D'autant plus que qu'est-ce que je voulais dire? D'autant plus que l'utilisation des dons d'organes aussi. Ça, c'est un volet très, très discuté actuellement et qui est différent d'un niveau, d'un milieu à l'autre, d'une culture ethnique à l'autre. Et puis ça, il va falloir les aides notamment. Il y a des volets là d'utilisation de l'éthique qui vont devoir se perfectionner dans les années à venir à cet égard. Et ça fait partie des associations de sociétés de néphrologie qui commencent à explorer ces volets éthiques qui sont importants. Enfin, moi, j'ai aucune inquiétude pour le sexe homme-femme, d'autant plus qu'avec le temps, les dernières années, le nombre de femmes qui ont été acceptées en médecine dans les universités québécoises a monté considérablement parce qu'ils ont des dossiers académiques plus forts que les hommes en général et ceci explique une bonne partie du choix des hommes et des femmes dans cette orientation-là de discipline. Chez nous, actuellement, il y a 80% de femmes en médecine. Ouais. Et puis, bon, le volet d'équité, sexe, homme-femme, est très, très important partout. Non seulement en médecine, mais partout. Et puis, ça se développe actuellement d'une façon juridique correcte dans notre pays ici et dans nos provinces. Et je pense que le futur il faut que ça soit quand même... il faut équilibrer le volet recrutement homme-femme dans ces disciplines-là. Et vous pensez que c'est encore un beau métier? Oh, oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis, il y a des volets féminins. Là. Moi j'ai un triangle féminin dans ma famille et je suis le seul homme. Avec mon épouse et 2 filles. Donc, j'ai appris à apprécier le sexe masculin, féminin, en tout cas plus. D'être ouvert à tous les aspects évolutifs de la discipline de la néphrologie et l'ouverture des esprits marginaux aussi, dont j'ai parlé tantôt. Ça, c'est un message qui est difficile à rendre dans plusieurs milieux, et entre autres dans les volets d'instruction, parce que bon, il y a des gens qui sont un peu contre ça, la marginalité partout dans le monde. Mais l'avenir de la vie, c'est la marginalité. Pas tomber dans l'excès de ça, mais l'ouverture de ça, c'est important. Regarder ce que personne ne regarde. La vérité est souvent là-dedans. Merci.